Bienvenue à vous qui nous regardez en ce moment sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Ravi de vous retrouver pour cette 8e et dernière date du Renault Tour. En attendant le forum Renault Days, tiens, retenez la date, ce sera les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera Porte de Versailles, à Paris, Porte de Versailles, Paris Expo. Nous sommes aujourd'hui à Marseille, accueillis par les équipes du musée Regard de Provence, installé dans l'ancienne station sanitaire, construite en 1946. Le musée a été implanté dans ce lieu à l'occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, et c'était en 2013. Un cadre finalement assez idéal pour réfléchir au contexte et aux enjeux de la rénovation énergétique, de parler réglementation, mais également des aides. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous présenter mes trois invités. Sabine Leray-Périgot, bonjour. Vous êtes délégué régional PACA Corse pour Calibat. Merci de répondre à notre invitation. Stéphane Vaux, bonjour. Vous êtes chargé à l'efficacité énergétique des collèges dans le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Conseil départemental, on dit peut-être maintenant pour être plus à la page. Laurent Nataf, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président d'Omelior, une entreprise qui est spécialisée dans la rénovation énergétique avec des solutions clés en main. Vous allez pouvoir nous réexpliquer ça dans un instant. Cette table ronde, comme toutes les autres d'ailleurs, se déroule en public qui peut d'ailleurs s'applaudir. Merci à vous, public, de votre attention. On vous sollicitera à l'issue de cette table ronde pour savoir si effectivement vous avez des questions à poser directement à nos interlocuteurs. Premier tour de table peut-être avec cette question que j'aime bien poser évidemment en prélude, puisque finalement c'est la question en fil rouge de ce Renault Tour. Comment faire pour accélérer la rénovation énergétique d'ampleur? Votre avis sur la question, Sabine Leray-Périgot? Alors à mon niveau, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus parce que nous ne sommes qu'organisme de qualification. Nous, notre rôle et notre mission, c'est de faire monter les entreprises en compétences, notamment au travers des obligations du RGE et des obligations de formation qui aura l'occasion d'en reparler, voilà, qui font partie de l'arrêté réglementaire du RGE. Massifier, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de simplifications à mettre en place. Les entreprises, alors moi je vois ça du côté entreprise, puisque à Calibat, on qualifie des entreprises de bâtiments, quel que soit le corps d'État, en dehors de la partie électricité. Et c'est vrai que par rapport aux entreprises, ce qui leur pose des difficultés au quotidien dans cette démarche pour accéder au marché de rénovation, c'est vraiment la simplification et toute la démarche qu'il faut en amont, c'est-à-dire se former, mais bon, la formation pour une entreprise, c'est jamais quelque chose de vain, au contraire, c'est quelque chose qui doit être fait dans n'importe quelle entreprise, même en dehors du RGE. Mais c'est aussi toute la partie démarche administrative, et très souvent, pour les petites structures, ça peut être une vraie difficulté de monter un dossier de formation, de qualification, et ensuite d'accéder aux aides qui sont très diverses. Et c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes attendus. Malgré tout, elles restent complémentaires. Et on y reviendra évidemment, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Laurent Nataf, je vous pose également la question. Comment faire pour accélérer cette massification? Déjà, avoir des dispositifs d'accompagnement qui soient plus pérennes, qui durent dans le temps, qui nous permettent de voir un peu plus à long terme. On s'est engagé sur des objectifs au niveau français. Pour les atteindre, on a choisi dans un premier temps d'accompagner via des aides financières, en fait, que ce soit les professionnels ou les particuliers pour atteindre ces objectifs et pour qu'ils puissent réaliser ces travaux. Et dans un second temps, on a commencé à contraindre avec notamment l'interdiction de location des logements G. Donc dans l'absolu, c'était une bonne idée, c'est ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, ces différents dispositifs, depuis... Moi, j'ai commencé en 2016 à travailler sur ces dispositifs, et depuis 2016, on n'a que marche avant, marche arrière, des stop and go qui ne permettent pas en fait de vraiment imaginer sur le long terme en fait la massification de la rénovation énergétique. Donc le premier point, c'est évidemment avoir des règles qui durent dans le temps. Évidemment, il faut les améliorer, on en a tous conscience. Mais dans tous les cas, les améliorer assez pour qu'elles durent au moins sur quelques années et que tout le monde reprenne confiance, notamment les particuliers, pour qu'ils puissent engager des travaux. Et on reviendra d'ailleurs sur les décisions qui ont été annoncées lundi en début de semaine. Stéphane Vaux, je me tourne aussi vers vous. De votre point de vue aussi, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer cette massification? Donc moi, je vais parler au nom des collèges. Bien sûr. Pour les collèges du département.
Donc nous, au sein des collèges, moi je ne travaille que sur la partie exploitation, c'est-à-dire que je n'interviens pas sur le bâti, je n'interviens que sur les installations techniques. Donc nous, nos moyens d'intervention de mon service, c'est essentiellement sur le chauffage, sur la régulation, sur la régulation des systèmes techniques. Donc nous, ce qu'on a fait à partir de 2020, en quelque sorte, on s'est dit, on va mettre à jour toutes nos régulations chauffage. En gros, ce sont des investissements très faibles. En gros, c'est du 5 € par mètre carré. C'est-à-dire que par collège, on a 125 collèges, ça nous a fait à peu près 30 000 €. Donc, ce qui n'est pas énorme sur un collège. Quand on sait que le coût d'un collège, c'est à peu près 2 500 € par mètre carré, nous, on a du 5 € par mètre carré pour remettre à jour nos installations, nos régulations. Et grâce à cela, on a déjà atteint les objectifs du décret tertiaire. C'est-à-dire qu'on a moins 40% d'économies qu'on devait atteindre en 2030. On les a atteints en 2023 au département. Donc, par contre, on est arrivé au maximum. Si on se rapproche de la démarche négawatt, qu'est-ce qu'on a fait? La démarche négawatt, c'est sobriété, efficacité. Nous, on a fait ces deux principes. Sobriété, c'est on éteint la lumière quand les utilisateurs quittent les locaux. Efficacité, c'est ce qu'on a fait, c'est on a amélioré nos installations de régulation. Mais moi, je n'ai pas d'autre action. Si maintenant on veut atteindre les objectifs du décret tertiaire qui vont être 2040 et 2050, c'est-à-dire moins 50% et moins 60% sur l'énergie finale, il va falloir agir sur le bâti. Et ça va être d'autres acteurs du département. Ça ne sera pas mon service. Voilà. Vous gérez combien de collèges? 125 collèges. 125, c'est ça? 1 million de mètres carrés, grosso modo. Un collège, c'est à peu près 10 000 mètres carrés. Si on arrondit à 8 000, ça fait 1 million. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, avec le conseiller municipal de la ville de Marseille, on évoquait les 100 000 passoires énergétiques dans Marseille. Les collèges, ce sont aussi des passoires thermiques? Oui, voilà. Donc, les collèges, ce sont aussi des passoires thermiques, puisqu'en gros, ils ont été construits autour des années 80, 70, etc. Mais la spécificité des collèges, on va dire des bâtiments tertiaires en général, c'est qu'un collège, il est occupé 20% du temps. C'est-à-dire qu'il a 80% d'inoccupation. Donc, sur un collège, la première action à faire, c'est de couper le chauffage ou la ventilation ou les systèmes qui consomment de l'énergie en inoccupation. Et c'est grâce à cela qu'on permet de rapidement faire des économies d'énergie. On ne peut pas appliquer ce principe-là sur un logement, sur des hôpitaux qui, eux, sont occupés 24 heures sur 24. Mais sur tous les bâtiments tertiaires, la première des actions à faire, c'est d'agir, c'est mon point de vue, sur les installations techniques et sur la régulation de ces installations techniques qui sont très simples. Ce sont des actions peu onéreuses. 5 €, même si c'est 10 € par mètre carré, ce n'est rien dans l'ordre d'un bâtiment. C'est mon point de vue. C'est ce qu'on a appliqué au département. Il n'y a pas qu'au département. La ville de Montpellier fait pareil. La ville de Grenoble, la ville de Lyon, la ville de Besançon appliquent exactement les mêmes principes. Et voilà, c'est d'après moi, après, parce que moi je n'agis aussi que sur les installations techniques, c'est la première des actions à faire. C'est avoir des systèmes de régulation simples, en quelque sorte low-tech. Nous, c'est ce qu'on fait au département, on a des choses très simples. Et grâce à cela, on a fait cela, mais avant que le décret BAX sorte, on répond à tous les critères du décret BAX. Le décret BAX, donc c'est l'automatisation des systèmes de chauffage, en quelque sorte. Nous, on répond à tous les critères avec des systèmes très basiques. Voilà, il ne faut pas partir dans des systèmes complexes, en quelque sorte. Et comment est-ce que vous priorisez finalement vos interventions? On appuie tous les collèges. Voilà, tous les collèges. Aujourd'hui, on a des collèges qui consomment encore 2 fois plus que d'autres. Mais malheureusement, ils consomment 2 fois plus parce qu'ils sont peut-être 2 fois plus grands. Voilà, tout simplement, ils ont 2 fois plus de surface. Mais au sein du département, il va être très difficile d'isoler tous les bâtiments. En gros, sur 125, on construit 2 bâtiments par an, grosso modo. Donc, 2 bâtiments par an, ça veut dire que pour rénover les 125, il va falloir 60 ans, grosso modo. Et comment est-ce que finalement vous articulez vos interventions techniques avec d'éventuels travaux nécessaires sur le bâti cette fois? Sur le bâti, c'est pas mon service qui s'en occupe, mais nous, comme l'a dit le monsieur précédemment, le problème ici à Marseille, ou la région, on va dire, les Bouches-du-Rhône, c'est le confort d'été. Ça va être le confort d'été. Le chauffage, en quelque sorte, c'est facile à piloter, à gérer. Le gros problème dans les collèges, c'est le confort d'été. Et le confort d'été, c'est toujours pareil, ce sont des solutions qui sont retenues, qui sont assez simples. C'est la mise en place de brise-soleil, la ventilation et les brasseurs d'air. Voilà, on parle là-dessus. Et en dernier recours ultime, c'est la clim. Mais ça sera vraiment spécifique. Par exemple, un collège est situé au-dessus d'un couloir aérien, il ne peut pas ouvrir les fenêtres. Là, on va mettre une clim. Mais c'est tout. Voilà. Pour le moment, voilà, c'est comme ça que ce sont les principes qui sont retenus par le département. Voilà. Ok, très bien, merci. Laurent Nataf, je le disais, donc cofondateur et président d'Omelior. On rappelle comment ça fonctionne, Omelior, c'est un guichet unique, c'est ça? Exactement, un interlocuteur unique, que ce soit pour les particuliers qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, qu'on va accompagner de l'origination de leur projet jusqu'à la livraison des travaux et le financement des aides, et également un accompagnement des professionnels de la rénovation énergétique sur tout un tas de services, avec le service principal qui est de la même façon que pour les particuliers, l'accompagnement sur
l'obtention pour leurs clients des différents dispositifs d'aide, donc surtout certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov', et financement de ces aides afin de justement les aider à supporter le BFR de leurs travaux. Et vous avancez les aides pour vos clients? Exactement. Ok. Et comment est-ce que, du coup, vous gérez, oui, vous, cette incertitude sur les délais de versement après la suspension de MaPrimeRénov'? On s'adapte. Ouais, on s'adapte. En fait, là, les annonces qu'on a eues, on était beaucoup ici à être à Toulouse, avoir eu l'annonce en direct. Alors, la problématique d'une annonce comme ça, c'est que ça va stopper, en fait, l'ouverture de nouveaux projets, notamment pour des personnes qui voulaient faire de la rénovation d'ampleur. Vous avez déjà un impact? Oui, évidemment. Vous l'avez déjà mesuré. Le service commercial est quasiment à l'arrêt. Ouais. Les demandes s'arrêtent net du jour au lendemain. Le lancement des monogestes, une semaine après, quand on annonce que finalement on va garder les monogestes, ça aurait pu faire un effet très positif en disant bon, les clients, ça va les rassurer un petit peu. Et donc? Mais moi, mon premier avis, ce que je vois, c'est qu'au contraire, ça les inquiète, puisqu'ils n'ont pas, en fait, c'est pas très solide en face. En fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Tout le monde attend en fait d'avoir quelque chose de fixe qui dure dans le temps. Et en fait, chaque nouvelle annonce, c'est de pire en pire. Alors, c'est bien, parce que ça permet de continuer, mais en fait, le message qui est envoyé, pour moi, n'est pas bon. Pour moi, n'est pas bon. Donc, en fait, les services commerciaux des entreprises d'installation, évidemment, se mettent à l'arrêt. Est-ce qu'on va investir, en fait, sur des DPE, sur des visites techniques, sur des lancements de projets, sachant qu'au mois de septembre, on ne sait toujours pas, et on ne saura pas avant la fin du mois de juillet, apparemment, quels seront les dispositifs d'aide. Donc il faut se mettre à l'arrêt en fait là-dessus. Et après, ils nous promettent que cette période va servir d'obtenir, de débloquer pas mal de dossiers qui sont encore en étude à l'ANA, de débloquer pas mal de paiements. Et l'avenir nous le dira. Donc nous, c'est vrai qu'on a une priorité aujourd'hui. C'est déjà tous les dossiers qui sont en cours de pouvoir en fait les accompagner jusqu'à la fameuse lettre d'octroi qui permet de commencer les travaux. Et évidemment, tous les travaux seront lancés dès l'obtention de cette lettre. Et de débloquer un maximum en fait de primes qui ne sont pas encore payées pour certaines depuis de nombreux mois. On parle de fraude, en tout cas c'est ce qu'a annoncé le gouvernement pour justifier entre autres cette suspension. Vous, comment est-ce que vous vous organisez justement pour vérifier que tout est OK? Alors déjà il y en a. Ouais. Et pour justement donc ça, comme vous nous, le constatez aussi. Ah oui, je le constate, je le vois, et on en a été on a essayé de vous abuser. De nous abuser, évidemment. Nous, en tant que mandataire certificat d'économie d'énergie, notamment pour le groupe Total Énergie, en tant que mandataire financier de l'ANA, c'est-à-dire qu'on a des installateurs qui passent par nous pour financer leurs aides. Et évidemment, notre rôle est de s'assurer que le dossier respecte l'ensemble des règles, que ce soit les règles d'attribution des primes ou les règles de l'art des travaux. Donc cette fraude existe. C'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'elle est réellement combattue? En fait, j'en ai pas l'impression. Pour vous donner des chiffres, et ce qui est paru dans les médias ces dernières semaines, en mars 2025, on avait 1300 accompagnateurs Rénov'. En mai 2025, on avait 3100. C'est-à-dire qu'en un an et demi, ils en ont validé 1300, et en 2 mois, presque 2000. C'est assez bizarre. Est-ce que tous ces accompagnateurs Rénov'-là, en fait, ont été bien checkés, vérifiés, pour être sûr, en fait, que c'est des gens qui vont faire du bon travail? Et quelle est leur responsabilité? Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que dans les fraudes, tout simplement, c'est des fausses sociétés d'installation avec des faux accompagnateurs Rénov' qui sont tous ensemble et qui montent des faux dossiers de demande de primes. Et comment, en fait, on peut, après toutes ces années où on nous parle de fraude, de contrôle, etc., valider en 2 mois 2000 accompagnateurs Rénov' sans réellement, en fait, leur mettre la responsabilité sur eux et même des sanctions fortes pour ceux qui ont fraudé, puisque ça fait depuis 1 an et demi qu'on entend des fraudes sur la rénovation d'ampleur, et depuis 3 ans sur le monogeste. Donc comment en fait on a laissé encore ouvert la porte aux fraudeurs, et pourquoi elle n'a pas été fermée depuis plus longtemps? Et c'est ce qu'on ne comprend pas en fait clairement. Enfin moi ce qui me choque, c'est 2000 accompagnateurs Rénov' en plus en 2 mois. Bon, c'est sûr que dans les 2000... il y en a une partie qui ne sont pas des vrais professionnels de la rénovation énergétique. Dans votre process, vous refusez certains projets quand l'isolation n'est pas priorisée. Pourquoi c'est aussi important pour vous? Parce qu'une rénovation énergétique, notamment dans le résidentiel et pour un particulier, doit toujours commencer par de l'isolation. Alors prenons le cas en fait en hiver. Ça permet en fait de garder la chaleur dans le logement. Et si on change de mode de chauffage dans un logement qui est une passoire thermique, qu'est-ce qui va se passer? Le logement sera en surconsommation. Les chauffages qu'on installe aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est la pompe à chaleur. Que ce soit de l'ARR, de l'ARO, c'est le chauffage qui est mis en avant pour justement les projets de rénovation énergétique. Une pompe à chaleur, ça se dimensionne en fonction de la surface du logement et du volume chauffé du logement. Si ce logement laisse sortir la chaleur, la pompe à chaleur va surconsommer et la chaleur va sortir de la maison. Donc automatiquement, la rénovation énergétique est un coup d'épée dans l'eau. Donc dans tous les cas, il faut d'abord commencer à isoler, et très souvent on n'a pas besoin de changer le système de chauffage parce que ça fait baisser les consommations. Et si on prend le même exemple en été,
par exemple une chaude journée comme aujourd'hui, si vous fermez les volets ou les rideaux et que la maison est parfaitement bien isolée, la fraîcheur va rester dans la maison. Automatiquement. Et si la fraîcheur reste dans la maison, moins d'utilisation de climatisation pour ceux qui en ont, un meilleur confort également dans le bâtiment, donc tout doit toujours commencer par l'isolation. Et ça, c'est toujours le premier point. Donc une rénovation d'ampleur, on fait l'isolation, le chauffage et d'autres choses, mais un monogeste, si la maison n'est pas isolée, on commence toujours par les points d'isolation avant de changer quoi que ce soit dans la maison. Et d'ailleurs, vous militez plutôt pour la rénovation d'ampleur, justement, plutôt que le monogeste. Après, chaque projet, en fait, est vraiment unique. Chaque projet doit être fait sur mesure pour le client. Mais si on a une passoire thermique avec un mauvais système de chauffage, au vu du niveau des aides qui existent aujourd'hui sur la rénovation d'ampleur, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de toute façon pour un particulier de le faire. Et au moins, c'est fait une bonne fois pour toutes. Et c'est aujourd'hui, avec les aides qu'on a, on arrive assez, j'allais dire assez facilement, pas vraiment assez facilement, mais en tout cas, on arrive à imaginer des projets qui passent de G à la lettre G du DPE à un D ou même un C, avec une rénovation d'ampleur financée par l'ANA. Et un D ou un C, on commence à avoir des très bonnes notes. On sait que les gens vont être tranquilles quasiment toute leur vie sur ce bien-là. Donc évidemment, oui, il faut militer là-dessus. Et c'est là où on fait le plus d'économies aussi. Évidemment. Sabine Leray-Périgot, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes déléguée régionale PACA Corse pour Qualibat. Est-ce qu'on peut rappeler, déjà dans un premier temps, peut-être, même si vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, mais le rôle et les missions principales de Qualibat, notamment dans un contexte qui nous intéresse, celui de la rénovation énergétique? Alors, par rapport à la rénovation énergétique, nous, on a une mission, on a une délégation de service public, c'est-à-dire que les pouvoirs publics nous ont confié le fait de vérifier les dossiers des entreprises, les formations, etc., que ce soit sur la partie isolation, parce qu'on a 2 grandes familles en RGE, c'est la famille isolation, donc comme disait monsieur Nataf, tout ce qui est ITE, ITI, etc., et quelle que soit la technique mise en œuvre, les fenêtres aussi, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie de l'isolation. Et ensuite, on a toute la partie système, ce qu'on appelle la famille système, et qui fait appel à plutôt des énergies renouvelables, comme la pompe à chaleur, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque et la chaudière biomasse. Donc, pour toutes ces activités-là, les entreprises et les différents arrêtés RGE préconisent, et c'est réglementaire, donc on est là juste pour appliquer l'aspect réglementaire du RGE, ce que les entreprises oublient souvent, c'est que c'est réglementaire et qu'on n'est pas là pour les embêter, mais qu'il faut que ça s'applique de cette façon. Donc on vérifie bien sûr les formations, quelles ont les compétences, quels ont tous les documents qui vont bien, c'est-à-dire l'assurance décennale pour les activités pour lesquelles elles demandent à être qualifiées. On va vérifier l'URSSAF, on va vérifier la caisse des congés payés. Donc nous, on a vraiment un rôle de vérification que tout ça rentre bien dans la norme qui est la nôtre et pour laquelle on a une mission de service, une délégation de service public. Par rapport à ça, ensuite, on va regarder aussi l'aspect technique quand l'entreprise est en mesure de nous fournir des chantiers pour l'activité pour laquelle elle demande à être qualifiée, et on va vérifier plusieurs éléments dans ces chantiers-là. Donc, c'est au minimum 2 références, 3 références pour une première demande, et on va vérifier tous ces chantiers, donc devis, factures, les photos si on en demande, les R, les étasses pour tout ce qui est système, et on va vérifier que l'entreprise travaille bien dans les règles de l'art. Et ensuite, cette vérification, elle est prolongée par rapport à l'arrêté RGE, puisque l'arrêté RGE prévoit qu'il y ait un audit à minima sur chantier. Donc tout dépend du nombre de catégories RGE que l'entreprise détient, mais il faut à minima un audit RGE sur chantier. C'est-à-dire qu'on a un auditeur externe, qui n'est pas salarié Qualibat, qui va intervenir pour vérifier si le chantier est bien réalisé dans les règles de l'art. Et pour cela, l'auditeur s'appuie sur des grilles sur lesquelles il y a plusieurs éléments à vérifier, une trentaine en moyenne en fonction de la catégorie RGE visée, et ces grilles sont validées par le ministère. C'est-à-dire que tous les organismes qui sont susceptibles de délivrer des qualifications métiers
mais aussi RGE, puisque notre rôle initial, ce sont des qualifications métiers, mais depuis le RGE, nous délivrons aussi des catégories RGE, donc ce qu'on appelle, nous, une mention RGE avec plusieurs catégories. Et ces catégories-là doivent toutes être vérifiées. Donc, il y en a certaines qui sont critiques, comme l'isolation par soufflage, où il y a eu passé un temps beaucoup de fraude, puisque c'est remonté dans diverses émissions de télé. L'isolation thermique par l'extérieur, alors ne fait pas partie des catégories critiques, mais elle mériterait peut-être de l'être, parce que techniquement, c'est vraiment très particulier à mettre en œuvre et on voit beaucoup d'erreurs dans la mise en œuvre dans les dossiers qui nous sont soumis. Et il y a aussi tout ce qui est chaudière biomasse, pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur est vraiment une catégorie RGE qui est très vérifiée. Donc c'est pareil, c'est une catégorie critique. Et on a aussi tout ce qui est isolation des planchers bas. Voilà, tout ça est vérifié. Ok, tout ça est processus. Dans le processus qui peut être assez long. Alors, long, tout dépend de la réactivité de l'entreprise, en fait. Parce qu'on dit toujours qu'on est long à qualifier les entreprises, mais ce qu'il faut... Pour peu que l'entreprise soit réactive, justement. Alors, pour peu que l'entreprise soit réactive, le processus est le suivant. Déjà, elle va commencer par faire sa formation, soit le FIBAT, soit une formation énergie renouvelable, si la catégorie RGE ou la qualification métier demandée est une énergie renouvelable. Donc ça, je lui conseillerais de déjà commencer par cela. Si entre-temps, elle veut soumettre son dossier, elle peut le faire, mais on ne pourra le présenter à la commission d'examen qu'à partir du moment où le dossier sera complet, c'est-à-dire avec l'attestation de formation. Donc ça, c'est une obligation. En région PACA, ils sont réactifs ? Tout dépend. J'ai pas de règles à vous donner, mais en tout cas, nous, on essaie d'être réactifs. Et je parle ici pour tous mes collègues, France entière, c'est-à-dire que quand l'entreprise nous fait une première demande de RGE, on sait très bien qu'elle en a besoin pour répondre à des appels d'offres ou à des rénovations qui sont demandées par ses clients. Donc, dès que le dossier est complet, c'est-à-dire instruit par nos secrétariats, on le passe en priorité à la première commission disponible. Alors, ici ou là, on peut entendre parfois qu'il s'agit d'un vrai parcours du combattant pour les artisans qui souhaitent justement se qualifier RGE. Est-ce que vous mettez en place des leviers, justement, peut-être pour simplifier, accélérer les démarches, mieux accompagner aussi les entreprises? Alors, nous, on ne peut pas accélérer les démarches parce que effectivement, la démarche de demander une qualification, c'est une démarche volontaire. Déjà, on ne peut pas le faire à la place de l'entreprise et on part du principe qu'à partir du moment où c'est une démarche volontaire, l'entreprise va être motivée à le faire. Alors, c'est vrai qu'administrativement, on demande pas mal de choses, mais on vérifie des choses sur dossier dans un premier temps, donc on est obligé de demander aux entreprises un certain nombre d'éléments pour pouvoir juger des compétences, parce que c'est ça qu'on va vraiment regarder, et aussi du fait que l'entreprise soit en règle avec tous ces documents administratifs obligatoires. Donc ça, c'est vraiment la base de la délivrance de la qualification. Et ensuite, on va plutôt l'accompagner dans la démarche. Bien sûr, aujourd'hui, tous les dossiers sont dématérialisés, ce qui a déstabilisé pas mal d'entreprises. Mais aujourd'hui, tout est faisable sur l'espace de l'entreprise. Tout est récupérable aussi sur l'espace de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise est qualifiée, elle va pouvoir récupérer son certificat de qualification, que je vous encourage à regarder, mais je pense que c'est déjà quelque chose que vous faites, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fraude. Nous, on a beaucoup de fraude au certificat, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui disent qu'elles sont qualifiées, qui falsifient le certificat d'autres entreprises. Donc, on a pris des mesures pour justement que ce certificat ne soit plus falsifiable. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas RGE utilisent des faux certificats, par exemple. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour mieux prendre en compte aussi les réalités énergétiques de chaque territoire ? Alors non, nous on n'a pas cette démarche-là parce que cette démarche-là ne nous appartient pas. On connaît les aides bien sûr puisque ça fait partie de notre
travail, en tout cas de notre culture générale, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on va regarder sur les dossiers parce que nous avons nos propres règles et c'est vrai que la norme fait que on applique notre règle en premier. Ok, merci à tous les trois évidemment d'avoir répondu gentiment à mes questions. Et je vais me tourner maintenant vers le public pour savoir si justement il y a des questions. N'hésitez pas, nous sommes à l'écoute si vous voulez interpeller directement nos trois invités de cette première table ronde. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Soyez pas timide, peut-être la chaleur aussi. Voilà, il y a une question là. Bonjour. Bonjour. La question se porte sur les collèges. Oui. Je voulais savoir comment aujourd'hui, vous avez parlé de l'exploitation, Oui. des solutions que vous avez mises en place. Comment vous les suivez au quotidien sur l'ensemble de ces collèges? Donc, on a un outil qui est Énergisme, sur lequel on a remonté les données, en gros des consignes, température de départ de tous les capteurs, donc des types d'automates, donc les marques WIT et la marque Siemens. Et après, on suit aussi, donc on a les API, qui remontent aussi sur WIT, les API de Enedis, GRDF et de l'eau. Donc on peut suivre au quotidien, on a tous nos indicateurs au quotidien. Sauf qu'en quelque sorte, si on a 125 collèges, on a 100 points par collège, ça fait 1200 points. Donc on a créé des alertes, parce que sinon c'est impossible. Voilà. Par contre, ce qu'on a oublié de dire lors de cette table ronde, on a beaucoup parlé d'isolation. Pour moi, pour les collèges et les écoles, il y a un gros problème, c'est le niveau de qualité d'air intérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie la qualité d'air. Lors de la rénovation des bâtiments scolaires, on est sur des taux de renouvellement d'air beaucoup trop faibles. Et donc, il va falloir... les taux de renouvellement d'air réglementaires, il est à 15 ou 18 mètres cubes. Ça dépend si on est en maternelle, en primaire ou en secondaire. Mais il faut passer entre 25 et 30. Et c'est-à-dire que dans la rénovation, on a des gains énormes. Et donc, en cas de rénovation, souvent, la ventilation n'est pas prise en compte. Et on arrive sur des écoles, ce sont des cocottes minutes, et on est à du 3000 ppm par salle de classe. Nous, on le mesure. On a des sondes de CO2 dans chaque local. Pardon. Et donc, on se rend compte que la ventilation, dans le cadre de la rénovation énergétique, c'est le point faible, c'est le point noir. Et il faut vraiment la prendre en compte. C'est une contrainte énorme pour les architectes, parce que ça veut dire qu'il faut créer des locaux techniques. Et ça, c'est une grosse contrainte. Parce qu'une ventilation sur une salle de classe, quand vous avez 30 élèves dans une salle de classe, Oui. une ventilation, elle va pouvoir gérer 4 à 6 salles de classe maximum. Donc il faut trouver un local technique pour pouvoir souffler sur ces 4 à 6 salles de classe. Mais c'est aussi un moyen, puisqu'aujourd'hui on ne va avoir que du double flux, c'est aussi un moyen de faire de rafraîchissement nocturne dans les collèges ou toutes les écoles. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont très simples à mettre en œuvre, sauf que la ventilation coûte très cher. Voilà. Donc, mais il ne faut pas l'oublier, dans le cadre de la rénovation, je parle moi des bâtiments tertiaires. Dans un logement, ce n'est pas du tout la même chose. Mais dans tout ce qui est scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée, parce qu'après l'enseignement supérieur, moi je ne connais pas assez, mais il y a un gros point noir, pour moi, c'est la ventilation. En gros, il y a la ventilation, la mise en œuvre, et il y a aussi la ventilation, l'exploitation. Les exploitants, je ne sais pas s'il y a des exploitants, mais c'est catastrophique, je veux dire. Voilà. Les filtres non remplacés, voilà, ce n'est que ça. Et souvent, mal remplacés. Pourquoi? Parce que les ventilations sont mises là où on trouve de la place, c'est-à-dire en faux plafond, c'est-à-dire dans des locaux techniques inaccessibles. Personne ne peut y aller. Donc la ventilation, c'est le gros point noir de la rénovation énergétique. Moi, je parle de tout ce qui est milieu scolaire. Voilà. Le logement, on n'est pas sur la même chose, parce qu'en gros, quand on est 4 ou 5 sur 60 mètres carrés, ça fait une personne pour 10 mètres carrés. Donc, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes rapports. Dans une école, on est une personne pour 2 mètres carrés. Voilà, donc c'est cette chose-là. Oui, mais on a des indicateurs, on suit tout, on a mesure consigne. En gros, ce qu'on a mis en place, c'est la méthode des MAAC, ce qui est mis en place dans l'industrie, c'est-à-dire définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. Voilà, ça c'est ce qui est mis en place dans l'industrie depuis 50 ans, mais c'est ce que l'on a mis en place nous au département, mais c'est pas nouveau, hein. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que l'on doit faire. C'est le seul moyen d'un contrôle d'une installation. Parce que et après, ce qu'on a mis en place aussi au département, c'est que nos installations, ce n'est pas la chaudière qui produit pour les consommateurs, c'est le contraire. Ce sont les consommateurs qui envoient l'information aux producteurs, à la chaudière. Donc tout à l'heure, vous parliez de pompe à chaleur, et c'est exactement ça. Une pompe à chaleur, elle ne peut être mise sur un bâtiment que s'il est isolé. Quand on est sur des chaudières, on est sur du 80-60, une pompe à chaleur, on est sur du 50. Donc si on n'isole pas le bâtiment, la pompe à chaleur ne fonctionnera jamais. Eh ben voilà, une réponse en tout cas hyper complète. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu gentiment à mon invitation sur cette première table ronde. On va enchaîner avec une seconde table ronde. Nous sommes toujours à Marseille, ne bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite.